Nous voici dans la deuxième vidéo qui présente notre projet Digital Mastery Learning. De quoi s'agit-il ? Bien, il s'agit de développer un logiciel d'apprentissage qui sera gratuit, qui sera accessible à tous les élèves et qui fera enfin entrer l'école dans le XXIe siècle. Comment ? Simplement en tenant compte de tout ce que les grands pédagogues ont dit depuis des décennies en ce qui concerne la différenciation, mais aussi, et c'est l'objet de cette deuxième partie, en tenant compte de tout ce que dit la science et des découvertes scientifiques de ces dernières années. Alors dans la partie 1, nous avons vu la différenciation. Nous avons vu que la différenciation est indispensable pour faire passer l'école dans le XXIe siècle, mais avec le gros problème que c'est très compliqué à gérer en classe. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des profs ne l'implémentent pas. On reste dans un enseignement traditionnel simultané. Pour que ce soit praticable en classe, il faut automatiser pléthore de tâches pédago-bureaucratiques, et qui dit automatisation dit logiciel. Donc c'est ce que va faire le logiciel qu'on se propose de créer ici. Donc comme on l'a dit, la deuxième raison qui nous pousse à créer ce logiciel gratuit pour les élèves, c'est ce que nous dit la science. Justement, que nous dit la science. Des milliers d'études scientifiques nous indiquent ce qui est efficace en classe. Et malheureusement, le gap entre ce que dit la science et la réalité sur le terrain est encore énorme. Pire, ces dernières décennies, avec la gestion mentale et Antoine de la Garandrie, avec la PNL et Alain Thierry, on sait aujourd'hui comment l'élève apprend, ce qu'il fait dans sa tête pour être performant en classe. Et malheureusement, sur le terrain, extrêmement peu de profs sont formés à cela. Et on sait bien que dans la classe, on ne lui apprend pas comment apprendre. Pourtant, les neurosciences ces dernières années sont venues confirmer les intuitions de la gestion mentale et de la PNL. Ce logiciel qu'on se propose de créer permettrait en fait de faire facilement entrer toutes ces méthodes efficaces au sein de la classe, toutes ces stratégies d'apprentissage dans la tête des élèves, et permettrait même de devenir encore plus efficient quand on les a. Une des pédagogies les plus étudiées par les chercheurs américains s'intitule Mastery Learning. C'est pour ça qu'on a appelé le projet Digital Mastery Learning. Elle est étudiée dans les années 60, 70 et 80, notamment par Benjamin Bloom. Et elle consiste en exigeant simplement qu'un élève ne passe au chapitre suivant que quand il a réussi avec 80% le précédent. Et donc, tant qu'il n'a pas réussi, il recommence. Et donc, on a attribué un bénéfice en termes d'academic achievement, en termes de résultats scolaires, de 1 sigma à cette méthode. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a deux classes, 3A et 3B, par exemple, deux classes de troisième année, dans la troisième A, on va appliquer Mastery Learning, dans la troisième B, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire sans doute de la pédagogie traditionnelle simultanée. Un bénéfice de 1 sigma veut dire que l'élève moyen de troisième A a de meilleurs résultats que 82% des élèves de la troisième B, de la classe témoin. Autrement dit, après un an, il a appris 2 fois plus de matière, il a appris 2 fois plus vite. Il n'y a pas que la vitesse qui est impactée quand on passe en mode différencié. J'ai mené un projet européen sur la formalisation de la transformation d'écoles, justement en pédagogie différenciée. Et les enseignants de ces écoles, qu'on soit à Athènes, en Norvège ou à Rome, estiment en moyenne que cette pédagogie convient 36% mieux à des classes hétérogènes. Ils estiment aussi que leurs élèves sont 52% plus autonomes. Et finalement, si on pose la question aux élèves eux-mêmes, ils estiment qu'ils s'entraident 32% de plus que dans une classe traditionnelle. Autonomie, entraide, mais ce sont des compétences du XXIe siècle et ça nous intéresse, on y reviendra. Alors moi je voulais vous parler de Jonati, qui est un chercheur qui a fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il a collecté les données qui concernent plus de 250 millions d'élèves et la recherche en éducation sur les dernières décennies. Et Jonati a mis en lumière des principes qui sont très impactants sur la réussite scolaire. Et on apprend grâce à lui que par exemple, faire une classe de 18 élèves plutôt que de 25, c'est très peu impactant. Ou que faire redoubler un élève, au contraire, ça a un impact négatif sur la réussite scolaire. Par contre, il y a des principes très facilement utilisables et exploitables, et c'est ce qu'on se propose de faire dans notre logiciel, qui sont vraiment un levier pour faire réussir l'élève. C'est par exemple lui donner les objectifs de manière très précise avant de commencer un chapitre.
c'est aussi lui donner un feedback qui sera le plus immédiat possible et le plus précis possible. Ou c'est enfin pouvoir travailler le relationnel avec l'élève. Tout cela, ça a un impact extrêmement important sur la réussite. Alors notre job de transformateur d'école, c'est de rendre accessible, de compiler, de rendre accessible tous ces principes. Certains sont applicables sur papier, dans une classe, mais notre volonté, c'est, avec ce logiciel, de les rendre applicables massivement dans beaucoup de classes. Alors John, au-delà de ces méthodes efficaces en classe, nous nous sommes aussi beaucoup intéressés à ce que fait un élève performant dans sa tête. Dans sa tête, tout à fait. Et donc, pouvoir observer ce qui se passe dans son cerveau est extrêmement intéressant. Je me souviens, au XXe siècle, les élèves n'étaient pas très d'accord pour qu'on leur ouvre le crâne. Maintenant, avec l'imagerie médicale, c'est très facile de voir un élève vivant, en train d'apprendre et d'observer ce qui se passe. Grâce à cette imagerie médicale, en fait, on a pu aujourd'hui valider en neurosciences ce qui avait déjà été intuitivement découvert par la gestion mentale, par la PNL. Et donc aujourd'hui, oui, on peut permettre à un élève de devenir plus performant quand il apprend. On peut lui apprendre à être attentif, on peut lui apprendre à mémoriser, à comprendre, à réfléchir. Et cela commence par le fait d'être conscient de la manière dont fonctionne son cerveau. Ce que l'on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences, c'est que le cerveau humain, il est plastique. Ce qu'on appelle la neuroplasticité. La plasticité du cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est malléable, qu'on peut changer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Grâce à cette plasticité, nous apprenons des choses nouvelles. C'est en étant curieux, en se posant des questions, qu'on apprend. La première fois qu'on doit faire quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut créer le sillon, il faut créer la route. Puis une fois que j'ai appris quelque chose, je le répète. La deuxième fois, c'est plus facile. Puis je le répète. Puis après, la connexion s'est faite, le sillon est creusé, et du coup, j'ai une compétence. J'ai acquis quelque chose. La mémoire à long terme est indispensable pour deux raisons. D'abord, pour soulager la mémoire de travail qui est de capacité très limitée. Et ensuite, pour permettre de mieux comprendre. C'est-à-dire que plus j'ai de connaissances de base, bien mémorisées, bien ancrées, et mieux je vais pouvoir prendre de nouvelles connaissances de ce à quoi je suis exposé comme nouvelle matière. Par exemple, plus je connais de vocabulaire, et plus je peux comprendre une nouvelle lecture. Mieux je maîtrise des chapitres précédents de mon cours de maths, et mieux je vais comprendre ce que le prof de maths raconte ici et maintenant. Alors, la mémorisation est souvent reléguée à la maison alors qu'elle est essentielle. Des chercheurs californiens ont mesuré que des élèves qui apprennent en un bloc de 40 minutes retiennent 21% de la matière, alors que les mêmes élèves, quand ils apprennent sur 4 jours différents, par bloc de 10 minutes, donc la même quantité au total, le même effort, retiennent 54% de la matière. Donc, espacer les séances de mémorisation est même plus efficace que juste étudier la veille avant l'interro. Et donc, tous ces beaux principes de mémorisation, dans la pratique, c'est très compliqué. Il ne suffit pas de dire à un élève étudie souvent, revois souvent pour qu'il le fasse. Ce serait trop facile. Même si on le fait en classe, l'élève, naturellement, par rapport à ce qu'il a appris, etc., ce qu'il va faire, c'est qu'il va relire ses notes encore et encore. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis? Non, ça va pas. Tu retires cette feuille. Voilà, tu mets ça ici, ça tu mets sur le côté. Tu prends Même quand le prof va aller vers lui et va lui dire « mais sois plus actif dans ta manière de mémoriser », ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un bic et alors là, il va recopier ses notes encore et encore. Ouais, ça, tu retournes. Et tu vas recopier ça là. D'accord? Or, la science nous montre que la relecture ou le recopiage, ça n'active absolument pas ces neurones et donc ça ne sert à rien pour mémoriser. En fait, il y a plein de paramètres qui permettent de booster la mémorisation. Il y a le fait de couper la matière en petits morceaux. Il y a le fait de faire des réactivations de plus en plus espacées. Il y a aussi le fait de revenir sur ce qu'on n'a pas bien retenu. Et il y a encore le fait de continuer à voir, même quand on a réussi, pour ne pas oublier. Et tous ces paramètres, c'est imaginer que vous devez les gérer pour chaque matière, mais pour chaque morceau de matière. C'est très compliqué pour un humain et c'est tellement facile pour un logiciel. Nous connaissons peu de profs qui appliquent tous ces principes, parce que c'est compliqué. Par contre, un logiciel peut le faire facilement. Par exemple, il peut planifier les moments de réactivation, en évitant aussi qu'un bloc soit trop grand, qu'il passe trop de temps sur un même bloc
à un moment donné. Il peut aussi insister sur les parties qui résistent, que l'élève a du mal à assimiler. Il peut aussi calculer le moment idéal pour une révision en fonction des succès passés. Il peut aussi, en termes de temporalité, réentraîner après une réussite pour éviter l'oubli. Mais au-delà de l'espacement du moment, il va travailler sur la manière d'apprendre, par exemple, comme on l'a vu dans la vidéo avec cet élève qui se voit interrompu par le prof, qui va cacher sa synthèse derrière le tableau. L'ordinateur peut demander de faire une photo à l'élève de faire une photo dans sa tête, et puis de cacher cette synthèse en demandant à l'élève de la reproduire. Et si l'élève a un trou de mémoire, il peut remontrer cette synthèse et faire le suivi de tout cela pour détecter les pratiques de mémorisation inefficaces. Pour rendre les apprentissages efficaces, un levier très très puissant, c'est le feedback ou la rétroaction. Le problème, c'est que plus le feedback est éloigné dans le temps, moins il est efficace et plus la motivation diminue. Ça, c'est la grosse difficulté. Alors, prenons une classe traditionnelle, le prof fait la même interro à tout le monde au même moment, il repart avec sa pile de copies et dans le meilleur des cas, il rendra les interros corrigés le lendemain, ou le surlendemain, ou la semaine d'après. Quoi qu'il arrive, le feedback ne sera pas immédiat. Or, des chercheurs néerlandais ont prouvé que le feedback immédiat a au moins 2 fois plus d'impact que le feedback différé. C'est pour ça que nous, dans les classes que nous transformons, nous utilisons des exercices typés où les réponses sont directement inscrites, ce qui est déjà pas classique. Alors le problème avec les versions papier, c'est que d'abord le cerveau qui est une machine très très puissante mais très énergivore cherche l'économie d'énergie. Et donc c'est difficile, surtout pour un adolescent dont le préfrontal n'est pas terminé, c'est difficile de ne pas regarder les réponses plutôt que de faire fonctionner son cerveau qui va lui demander plein de glucose. La deuxième difficulté, c'est qu'un élève qui va regarder sa réponse et la solution ne va pas toujours voir la différence entre les deux. Et d'ailleurs, les chercheurs néerlandais dont je parlais tout à l'heure disent que le fait de juste donner la solution, sans préciser si la réponse est correcte ou incorrecte, ça a en fait peu d'effets positifs. C'est pas un très très bon feedback. Donc si on récapitule, pour avoir un très bon feedback, il faut qu'il soit immédiat. Il faut qu'un logiciel ou quelqu'un dise c'est la bonne réponse ou c'est pas la bonne réponse. Et puis en plus, pour l'augmenter de manière exponentielle, il faudrait pouvoir donner une petite explication à l'élève sur ce qu'il a raté. En corrigeant en classe, on va diminuer le délai de feedback, mais ça ne sera pas immédiat. Par contre, avec un logiciel, le feedback est instantané, et en plus, l'ordinateur va d'abord signaler une erreur éventuelle avant de montrer plus tard la solution, pour laisser l'élève réessayer, réfléchir à son erreur. Le logiciel peut aussi afficher une petite explication à l'élève. Donc finalement, pour l'élève, il apprend plus vite et en plus, il évite d'ancrer des erreurs. Ça va augmenter son sentiment de progression, de compétence et donc de motivation intrinsèque. Contrairement à l'intuition, en fait, on a tous détesté les interros et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tests sont une manière très efficace d'apprendre. En fait, avoir un test, ça permet de réactiver en mémoire et donc finalement d'être dans une stratégie efficace par rapport au fait de recopier ou de relire ses notes. Les chercheurs américains ont proposé à certains élèves 8 périodes d'apprentissage pour une efficacité de 17%. Puis ils ont proposé à d'autres étudiants 6 périodes d'apprentissage et 2 périodes test, et l'efficacité est montée à 25%. À un troisième groupe, ils ont proposé 4 périodes d'apprentissage et 4 périodes de test. Et là, l'efficacité est montée à 39%. Sans travailler plus. Et donc finalement, une méta-analyse à Washington montre que l'effet des tests est de 0,74. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je prends ma voiture de l'apprentissage, je passe d'une vitesse de 50 km/h à 84 km/h. Donc vraiment, le plus important à comprendre, c'est que servons-nous de cette plasticité du cerveau pour pousser nos enfants à apprendre. Regardez, c'est pas grave de ne pas y arriver du premier coup. Recommençons. Faire des tests, c'est profitable à l'apprentissage. Mais comment fait-on concrètement? Alors, dans la pratique, il faut d'abord que l'élève signale qu'il est prêt. Qui veut passer un test fraction maintenant? Kylian? Ok, les autres, vous attendez quel niveau? Niveau 14. Fraction. Niveau 14. 7
13, 14... Puis quand il est prêt, il faut que le prof ait tous les exemplaires de ses tests prêts, sans les réponses. Ensuite, quand l'élève a passé son test, il faut encore que le prof le corrige. Et on vient de dire qu'il fallait faire plus de tests, donc il faut que le prof corrige plus. Mais s'il prend des copies à la maison, le feedback ne sera pas immédiat, donc on perdra l'avantage des tests. Donc ça devient compliqué. En plus, une fois qu'il a corrigé, il faut encore qu'il note ses résultats quelque part. Et tout cela pendant que le reste de la classe est censé travailler. La conséquence, c'est du vécu, c'est que il y a la file qui s'allonge devant mon bureau et le climat de classe qui parfois s'en ressent. Et donc l'ordinateur permet de faire plusieurs tests par jour, de formats variés, sur des petits points de matière, et avec un feedback immédiat. L'ordinateur peut détecter quand l'élève a atteint le niveau pour passer un test, et prévient l'élève et l'enseignant. Et lorsque l'heure des tests est venue, l'enseignant active le mode test sur les ordinateurs, et les élèves qui sont prêts passent en même temps des tests variés. Ensuite, ces tests sont corrigés automatiquement et l'ordinateur va enregistrer les résultats. Il va même vérifier que les élèves aient compris leurs erreurs. Alors, si le résultat n'atteint pas 80% pour le test, il est considéré comme pas encore réussi et l'ordinateur va inviter l'élève à se réentraîner avant de représenter le test plus tard. Et donc, tous ces tests automatisés vont permettre à l'enseignant de gagner du temps et d'investir ce temps, par exemple, dans la relation avec les élèves. Et donc, le logiciel ne fait pas que simplifier les apprentissages, il va aussi utiliser la gamification, donc la ludification, par exemple, via des jeux multijoueurs, autrement plus addictifs que les petites courses de questions-choix multiples, de Quizlet et de Kahoot. Il ne faut pas un budget colossal, ni des graphismes extraordinaires, il faut surtout travailler main dans la main la conception avec des spécialistes du jeu. Comment, John, nos élèves vont jouer à l'école ? J'entends déjà les critiques d'ici qui vont dire « Mais vous allez faire de nos élèves des intolérants à la frustration et à l'effort ». C'est pas l'objectif. Travail n'est pas toujours synonyme de souffrance. Et comme dit mon petit chouchou Idriss Aberken dans son bouquin « Libérer notre cerveau », la nature, 4 milliards d'évolutions comme elle a choisi comme mode privilégié d'apprentissage le jeu. Alors dans la nature, quand on apprend, c'est pas pour rire. 2 bébés tigres qui jouent ensemble, ils apprennent à chasser, ils apprennent à survivre. Et s'ils n'ont pas appris, ils meurent. Donc soyons un peu humbles. Le jeu, c'est un moyen extraordinaire pour capter l'attention. Le jeu augmente la motivation. Et la motivation augmente l'attention. Or pour apprendre, nécessairement, et quoi qu'il arrive, vous allez devoir dépenser du temps. Imaginez que tout ce temps que vous allez utiliser pour apprendre, vous allez le multiplier par une attention soutenue et par des stratégies d'apprentissage efficaces. Le potentiel est énorme. Donc revenons à nos 6 objectifs qui sont rendus possibles d'une part par la différenciation, nous l'avons vu dans la première vidéo, d'autre part par la recherche scientifique, nous l'avons vu dans cette vidéo aussi. Il faudrait former les enseignants en méthode efficace en classe, mais il faudrait aussi former les élèves aux stratégies d'apprentissage qui leur permettent d'être plus attentifs, de mémoriser, de comprendre, de réfléchir, mais ça prendrait au moins une génération et un budget que je n'ose pas imaginer. Et en plus, beaucoup de ces principes sont très compliqués à appliquer en classe sur un logiciel. Et donc, nous proposons un logiciel qui sera un assistant de scolarisation personnalisé et qui va nous permettre l'application de ce que la recherche nous conseille. Dans la vidéo suivante, nous verrons que le bonus apporté par notre logiciel, c'est une centralisation des données. Et nous verrons en quoi cette centralisation de données crée une véritable révolution copernicienne dans le monde éducatif en balayant bon nombre de difficultés.